Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici le programme de votre après-midi. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre un colloque sur les femmes résistantes, colloque organisé par le Sénat à l'occasion de la première journée nationale de la résistance. Puis à 18h15, preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir l'ancien Premier ministre et sénateur UMP de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin. Et on se retrouve à 19h pour 24h Sénat, le journal. Mais l'actualité du jour, c'est surtout la démission de Jean-François Copé qui fait imploser l'UMP. Voyez ses réactions recueillies ce matin à la sortie de la réunion du groupe UMP du Sénat par Pauline Dame et Camilla Campuzano. La démission aujourd'hui de Jean-François Copé, est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas que ce soit nécessaire, puisque en tout, il y a une présomption d'innocence. Mais l'attitude de Jean-François Copé mérite d'être saluée. Elle est courageuse, elle est digne, et ça ne me surprend pas d'un homme politique qui a fait un très bon boulot sur le plan politique. Vous pensez que la cohésion de l'UMP est assurée maintenant? Elle est assurée, me semble-t-il. Le Congrès suffira, à votre avis? Pas un Congrès suffira, le Congrès il est refondateur, donc il n'a pas à suffire ou ne pas suffire, c'est le Congrès qui refonde. Et du côté du groupe socialiste au Sénat, on a parlé conséquences du résultat des élections européennes, mais aussi réforme territoriale. Un texte doit être présenté dès la semaine prochaine en Conseil des ministres, c'est ce qu'a annoncé hier François Hollande. Et au Sénat, on rappelle qu'il faudra bien prendre en compte les différences entre les zones urbaines et les zones rurales avant de supprimer les conseils généraux. Écoutez à ce propos le sénateur maire de Lyon, le socialiste Gérard Collomb. On ne peut pas traiter de la même manière les zones urbaines et les zones rurales. Il est évident, par exemple, que dans nos zones urbaines, le Conseil général a sans doute moins d'importance qu'il ne l'est pour la ruralité. Et donc, je pense que la loi qui se fera sera une loi qui sera modulée en fonction des territoires. Aujourd'hui, on ne peut plus organiser la France suivant un schéma unique et il faudra donc tenir compte des différentes réalités. En séance, les sénateurs vont examiner cet après-midi une proposition de loi visant à limiter l'usage de techniques biométriques. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors quel est l'objet de ce texte? Écoutez, il s'agit d'encadrer, vous l'avez dit, l'utilisation des techniques biométriques. Ces techniques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des techniques qui utilisent la reconnaissance du corps. Alors on pense par exemple à la reconnaissance par l'iris, les empreintes digitales. Ce sont des techniques déjà utilisées pour les passeports ou encore les pièces d'identité. Gaëtan Gorce, qui est sénateur socialiste, auteur de cette proposition de loi, également membre de la CNIL, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, estime qu'aujourd'hui, il y a de nombreux excès dans l'utilisation de ces techniques. On l'écoute. Aujourd'hui, on n'autorise que des techniques biométriques, par exemple la vérification des contours de la main soit appliquée pour l'accès à des cantines. C'est-à-dire qu'on habitue très tôt les enfants à devoir accepter ce type de contrôle biométrique. Favoriser le contrôle biométrique pour accéder au lieu de travail lorsque ce lieu de travail ne présente pas de risque particulier ou ne contient pas d'éléments particuliers n'aurait pas de justification de mon point de vue. On peut s'interroger sur la justification. D'ailleurs, ça ne marche pas d'accéder à son smartphone par des systèmes d'empreintes digitales. Apple vient d'essayer. Nos concitoyens ont marqué beaucoup de réserves. Ça ne marche pas très fort. Voilà, mais Gaëtan Gorce n'est pas pour autant passéiste. Il estime que ces techniques biométriques sont très utiles, par exemple pour sécuriser des paiements, comme des paiements sur Internet ou encore pour sécuriser des locaux sensibles. Mais voilà, pour lui, c'est une véritable question philosophique, éthique, juridique. Il faut faire en sorte que le corps ne soit pas instrumentalisé, qu'il soit en dehors de tout échange commercial. Alors ce texte a provoqué un relatif accord des sénateurs puisqu'il a été adopté à l'unanimité en commission des lois. Cet après-midi, il devrait encore être bien accueilli par le Sénat et par la suite, au mieux, il ira ensuite à l'Assemblée nationale qui pourra l'adopter. Mais si ce n'est pas le cas, ces dispositions seront certainement inscrites dans le projet de loi sur le numérique qui se prépare pour la fin de l'année. Merci beaucoup Tam pour toutes ces explications. Le Sénat, je vous le disais, célèbre aujourd'hui la journée de la résistance. À cette occasion, une plaque a été dévoilée par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, en hommage aux femmes engagées dans la résistance. C'est le cas de Colette Lacroix, chargée pendant la guerre d'espionner Klaus Barbie. Aujourd'hui âgée de 90 ans, elle vit dans l'Ain. Faustine Saint-Geniès l'a rencontrée pour nous. Reportage.
À 90 ans, Colette ressemble à une grand-mère ordinaire. Mais derrière ses yeux rieurs se cachent des souvenirs souvent tristes, parfois drôles, de sa vie de résistante dans l'Ain. Son engagement est né dès le début de la guerre. En 40, j'avais 16 ans, mais j'étais profondément antifasciste. On a décidé de faire tout ce qu'on pouvait pour contrer Pétain et Laval. Lycéenne, elle tracte et fabrique de fausses cartes d'identité. Mais très vite, elle et ses amis sont dénoncés et arrêtés par la police. Moi, ils m'ont relâché le lendemain parce que je n'avais que 17 ans, tandis que les 2 autres ont fait de la prison. À 17 ans, elle gagne le maquis et rejoint bientôt le réseau Pimento, spécialisé dans le sabotage, avec un autre résistant devenu son mari, Henri Gauthier, dit Jag. Plusieurs fois, cette jeune maman manque de se faire arrêter alors qu'elle transporte du matériel clandestin. C'était une jolie valise de cuir, très jolie. Et sur le poste émetteur, on avait mis 2 ou 3 brassières, des choses comme ça. Les Allemands sont arrivés, m'ont pris. L'un a pris ma valise, l'autre a pris mon bébé. Ils m'ont fait signe de les suivre sur le quai. J'ai pensé qu'ils allaient me tuer, bien sûr. Eh bien, ils ont ouvert le wagon, ils ont pris mon poste émetteur, ils l'ont mis dans le filet, ils m'ont aidé à monter, ils m'ont donné mon bébé et ils m'ont dit « bon voyage, mademoiselle ». Et elle le reconnaît, être une femme résistante présente certains avantages. On ne se méfiait pas d'une jeune fille. On ne se méfiait pas. Colette Lacroix a reçu la médaille de la Résistance, mais après la guerre, elle a préféré rester dans l'anonymat et enfouir ses souvenirs. Alors tout de suite, direction la salle Clémenceau pour suivre une table ronde consacrée à la place et rôle de ces femmes au courage exceptionnel qui ont fait le choix d'entrer dans la résistance, souvent alors qu'elles n'étaient pas âgées de la majorité. Et on se retrouve tout de suite après. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs. Depuis plus de 10 ans, la Fondation de la Résistance a pris l'initiative de célébrer le 27 mai par des cérémonies qui se tiennent successivement au monument Jean Moulin, au bar des Champs-Élysées, puis à l'Arc de Triomphe, où nous ravivons la flamme. Ceci d'ailleurs m'obligera à vous quitter malheureusement vers 16h30. La loi de 2013, proposée par le sénateur Mirassou, donne désormais à cette célébration une dimension nationale, avec un axe fort que le Sénat a souhaité en direction de la jeunesse et des enseignants. Et pensons aujourd'hui que dans de très nombreux villages de France, quelque chose est en train de se passer qui célèbre et commémore le 27 mai. L'anniversaire du CNR, de la première réunion du CNR, est ainsi devenu, grâce à vous, la journée de la résistance, ce qui justifie évidemment pleinement notre colloque. Femme résistante, tel est son titre. Jean-Pierre Lévy a écrit « Sans elle, on n'aurait rien pu faire ». Et ce fut en effet une grande nouveauté. Jusqu'alors, si j'ose dire à l'exception de Jeanne d'Arc et de Jeanne Hachette, la guerre était une affaire d'hommes. Et le régime de Vichy ne s'y était pas trompé. Il a voulu même opérer le grand retour en arrière. Songeons à la loi d'octobre 40 qui écarte les femmes mariées de tous les emplois publics. Également sur l'interruption de la grossesse, désormais punie de mort. Il y eut des exécutions sous Vichy de femmes qui avaient interrompu leur grossesse. Alors, on était loin des idéaux de la résistance. Les femmes s'y sont engagées et la résistance marqua certainement une époque essentielle dans ce que j'appellerais, mais je voudrais bien un autre mot, leur émancipation. Même si ce fut difficile, n'oublions pas, vous le rappeliez tout à l'heure, Monsieur le Président, que dans le CNR, au sein du CNR, il n'y avait que des hommes. Et qu'il y eut une discussion sur le droit de vote des femmes. Et le CNR n'inscrivit pas le vote des femmes dans son programme. C'est donc De Gaulle lui-même, avec l'Assemblée consultative, qui réalisa ce droit de vote. Je dirais pour commencer l'action des femmes dans la résistance qu'elles furent d'abord des épouses. Et ça n'était pas indifférent. Il fallait adhérer, il fallait
une communion de pensée, naturellement, entre un homme qui aura peut-être une visibilité plus grande dans l'avenir, et son épouse qui accomplit naturellement des missions. Je pense à ma propre mère, il fallait bien de temps en temps cacher des documents. Quand mon père a été en prison, aller lui passer des messages dans les paquets cadeaux. Songeons aussi à Madame Gilberte Brossolette. Beaucoup des femmes furent, c'est vrai, agents de liaison. Elles distribuaient des tracts, des journaux clandestins. Elles étaient secrétaires. Je pense à une agente de liaison de mon père, Hélène Berthaud, dite Moineau, qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais en réalité, elles exercèrent tout ce que j'appellerais les métiers de la résistance. La propagande, notamment auprès des femmes. Voyez l'action de Danielle Casanova quand elle a créé, pratiquement dans une grande partie de la France, les comités populaires de résistance. Agents secrets, radio, renseignements. Et là, je citerai Nicole de Hautecloque ou Marie-Madeleine Fourcade. Hébergement des évadés, cela vient d'être dit, des aviateurs alliés, des juifs. Recherche de terrain d'atterrissage et organisation de parachutage, comme Geneviève Rivière, dont l'époux deviendra parlementaire. Fabrication et rédaction même de la presse clandestine. Germaine Lelièvre en Bretagne, Geneviève de Gaulle pour le journal Défense de la France. Fabrication de faux papiers tellement importante. On voit beaucoup de villages où les institutrices, étant à la fois secrétaires de mairie, travaillèrent beaucoup pour la fabrication de faux papiers. Infirmières, songeons aux infirmières de la grotte de Luire dans le massif du Vercors, qui furent toutes déportées lorsqu'elles ne furent pas exécutées par les Allemands. Mais aussi l'action armée. Madeleine Riffaut, Paulette Jacquier, Claude Gérard, qu'on appela le commandant Claude. Beaucoup de petites mains, certes, comme dans la résistance dans son ensemble, mais certaines accélèrent aux plus hautes responsabilités. Bertie Albrecht, au sein du mouvement combat, ou Lucie Aubrac de Libération, qui fut à l'Assemblée consultative. Certaines des survivantes, on l'a dit ici, naturellement, devinrent parlementaires. Ce furent pour elles une façon de poursuivre le combat pour des valeurs pour lesquelles elles avaient été prêtes à risquer leur vie. Mais en général, beaucoup des femmes revinrent à la vie civile et familiale. Elles intriguèrent peu pour les places et les décorations. Et d'ailleurs, dans le dossier, on voit bien des femmes tout à fait extraordinaires qui, au fond, n'ont rien eu, je veux dire comme décoration. Et beaucoup, donc, furent oubliés. On les appela parfois, je cite là Claire Andrieux, les intendantes de la résistance. Mais je n'ai pas à citer Claire Andrieux, j'ai simplement à lui céder la parole. Merci. Ah, je ne vous ai pas présenté. Merci. Avec ce titre, La résistance a-t-elle un genre ? Je dois quelques explications sur cette expression. La langue française connaît le genre masculin et le genre féminin, mais depuis les années 1970, en France, il s'est développé l'histoire des femmes, puis celle des hommes, avec pour interrogation fondamentale les rapports entre la nature et la culture, c'est-à-dire les relations entre le sexe biologique et le rôle social qui l'accompagne, qu'on appelle le genre. La question est de savoir si le genre est uniquement le produit de processus éducatifs et sociaux ou s'il est prédéterminé par le sexe biologique. On connaît la position radicale de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et on pourrait peut-être appliquer aux hommes ce discours, on ne naît pas homme, on le devient. Sans trancher cette question, qui rappelle le débat pluricentenaire sur l'inné et l'acquis, on peut s'attacher à l'histoire des rôles sociaux fondés sur les différences de sexe. Les historiens, les historiennes et les sociologues ont montré que la féminité, comme construction sociale, a une histoire, de même que la masculinité. Ces deux types de rôles sociaux se bâtissent évidemment
dans une constante interaction, et c'est ce qu'on appelle les rapports de genre. Aujourd'hui, ce sont les rapports de genre dans la résistance qui retiennent notre attention. Première évidence, la résistance est bien de son temps. Elle se crée et se développe dans le contexte d'un rapport de genre accentué, qui est celui des années 30 jusqu'aux années 60 du XXe siècle. C'est une période où la différenciation des rôles sociaux de sexe est peut-être maximale sur la durée du XXe siècle, avec pour schéma idéal, d'un côté, l'homme, chef de famille, travailleur, pourvoyeur du foyer et seul détenteur du suffrage universel jusqu'en 1944, et de l'autre, la femme, épouse, mère au foyer et exclue de la démocratie élective. La question n'est donc pas tant de savoir si la masculinité hégémonique, comme dit le sociologue Robert Connell, ou la domination masculine, comme disait Pierre Bourdieu, a imprégné ou non la résistance, parce que c'est une évidence. Mais la question est plutôt de voir si la résistance a été l'occasion d'une certaine dédifférenciation des rôles sociaux de sexe, et si ce mode d'activité inédit que fut la résistance a peu ou prou desserré l'étau des constructions sociales genrées de son temps. Pour apprécier la brèche opérée par la résistance dans le mur du patriarcat, on peut prendre d'abord comme terrain d'analyse les embryons de parlement qui ont réuni les résistants, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance en France occupée et à Alger, l'Assemblée consultative provisoire. Le CNR est créé en mai 1943, réunit 16 membres, des représentants des mouvements de résistance, des syndicats ouvriers et de l'ensemble des partis politiques d'avant-guerre, à l'exclusion de l'extrême droite. La première ACP, Assemblée consultative provisoire, installée à Alger en novembre 1943, réunit des résistants dont la composition est, on peut dire, homothétique de celle du Conseil national de la résistance. Ils sont au nombre de 84, puis 102, à partir de décembre 1943. Ils sont donc tous nommés, et tous des hommes, sauf une personne qui est Marthe Simard, dont il sera question tout à l'heure. Et depuis ce double observatoire, CNR et ACP d'Alger, il est éclairant de revisiter le débat sur le vote des femmes, qui est déjà connu, mais qu'on peut regarder sous ce jour particulier. On sait que c'est par l'ordonnance du Comité français de la libération nationale du 21 avril 1944 que le droit de vote a été accordé aux femmes. Les tendances lourdes à l'échelle nationale et internationale menaient de toute façon au vote des femmes, parce que la Chambre des députés s'était prononcée dans ce sens à plusieurs reprises dans l'entre-deux-guerres, et parce que presque toutes les nations développées en avaient adopté la mesure au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1943-1944, donc, dans ces enceintes résistantes masculines, le débat porte sur le calendrier à choisir pour la mise en œuvre du principe plutôt que le principe lui-même. Il n'était pas acquis d'avance que dès les premiers jours de la libération, les femmes fussent déclarées les égales de l'homme dans le domaine civique. Et si finalement cela a été le cas, le détail des discussions montre que la participation des femmes à la résistance a joué le rôle d'un adjuvant à la prise de décision, un adjuvant décisif, mais amené en dernier recours dans le débat. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, je voudrais montrer que la résistance est bien un phénomène genré, en ce sens qu'elle est perçue par les hommes avec un regard d'homme, et nous verrons ensuite le regard des femmes. Ce regard des résistants sur la résistance est globalement le suivant. La résistance des femmes, c'est bien une activité extraordinaire, mais elle est circonstancielle et sans incidence pratique, ou presque, sur les relations que les hommes auront aux femmes après la guerre. Le droit de vote des femmes a été repoussé aussi bien par le Conseil national de la résistance que par la Commission de législation et de réforme de l'État de l'ACP. Donc 2 refus dans un premier temps. Au CNR, le témoignage de Jacques Dubridel nous dit que c'est l'opposition
radical du Parti radical, si je puis dire, qui a interdit d'inscrire la mesure dans le programme, alors même que le général de Gaulle s'était prononcé en juin 1942 pour la mesure, et à la commission concernée de l'ACP, qui était présidée par Paul Giacobi, un radical représentant de la Corse. Cette commission a tendu à éliminer la mesure du projet d'organisation des pouvoirs publics, alors même que le CFLN l'avait introduit dans son propre projet. Et on est arrivé au résultat que le projet de la commission ne posait pas le principe du vote des femmes et prévoyait seulement que pour les municipales, les femmes seraient éligibles, mais non électrices. Si bien que les élections à l'Assemblée législative s'annonçaient uniquement masculines, et il reviendrait à l'Assemblée constituante de bien vouloir se prononcer sur le vote des femmes. Comme l'a dit un député en débat, c'était repoussé au calende grec la décision. Et c'est là qu'il est intéressant de voir quel est le déclic qui fait qu'en séance plénière, l'Assemblée a finalement inclus le principe du vote des femmes dans l'article 1 et le droit pour les femmes d'être électrices au municipal. Eh bien, fondamentalement, ce n'est pas la résistance qui a joué un rôle, ce sont deux cultures politiques qui portaient une image des femmes différente de celle du parlementarisme libéral qui était incarné par la Troisième République. Et ces deux cultures avaient en commun donc une vision de la famille dans la cité qui était spécifique, une vision de la famille comme politique. Et là, je veux parler de la culture politique communiste et de la culture politique catholique. Ce parallèle n'est pas, comment dire, très rare en histoire. Mais en l'occurrence, il paraît valable, car ce sont les deux porte-paroles les plus actifs en faveur du vote des femmes, qui émanaient l'un de la mouvance communiste avec Fernand Grenier, et l'autre, à un moindre degré, mais quand même important, Robert Prigent, futur député MRP après la Libération. Et l'un et l'autre étaient des militants de ces mouvances respectives depuis l'enfance et étaient issus de milieux ouvriers du département du Nord, ce que je livre à ma voisine qui est spécialiste de la résistance des femmes dans le Nord. C'est l'intervention de Robert Prigent qui a introduit le principe du vote des femmes dans l'article 1, et c'est celle de Grenier qui a fait modifier l'article 7 en faveur du droit de vote des femmes au municipal. Que retenir de ces débats successifs? J'en retiens la chose suivante. En petit comité, c'est-à-dire entre les 16 membres du CNR ou entre les 11 membres de la commission de l'ACP, la masculinité fait barrage. L'idée que des femmes puissent participer à ces discussions politiques enfumées et donc pénétrer dans l'entre-soi masculin de la lutte politique leur paraît presque un acte de barbarie, ou certainement d'incivilité et d'indécence. À ce niveau, c'est l'identité masculine qui est en question. Mais dans une assemblée plus large, ouverte aux regards extérieurs et donc plus en phase avec les évolutions du monde, ce réflexe conditionné joue moins. Et c'est là que Fernand Grenier et Robert Prigent ont pu rappeler le rôle des femmes dans le combat de la résistance et prendre appui sur leur courage et leur sacrifice, selon leurs termes, pour exiger que le droit de vote soit accordé aux femmes séance tenante. Ce qui emporta l'avis de l'Assemblée, non sans quelques réticences. On voit que la résistance fut finalement le dernier argument employé, mais décisif. Il faut dire que d'une certaine façon, le regard que les femmes portaient sur leur résistance est tout aussi imprégné, baigné dans le système patriarcal en vigueur. Je dois apporter ici quelques précisions factuelles et quelques chiffres sur la résistance, bien que l'exercice soit très périlleux, du fait que, pour des raisons que l'on comprend, la résistance n'a pas été recensée du temps de son activité. Quand on parle de la résistance aujourd'hui, on parle beaucoup de la résistance connue.
la résistance répertoriée après la guerre, la résistance recensée à travers des procédures qui sont sélectives et qui donc traduisent mal, voire déforment, le tableau de ce grand mouvement social à l'échelle nationale que fut la résistance. Si on s'intéresse à ces recensements sélectifs, on a un pourcentage de femmes dans la résistance qui varie entre 10 et 15%. Environ 12% de femmes parmi les combattants volontaires de la résistance, titre délivré après la guerre. On trouve plus de femmes dans les réseaux de renseignement, parce que d'une certaine façon, ça correspondait mieux à leurs aptitudes reconnues socialement, un peu moins dans les mouvements, et évidemment encore moins dans le maquis où il s'agissait de prendre les armes. Mais on trouve aussi beaucoup de femmes dans un mouvement religieux qui était témoignage chrétien, et ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. On trouve aussi beaucoup de femmes à Défense de la France, qui est un mouvement essentiellement étudiant, donc là aussi, disponibilité des jeunes filles. Mais ce qui reste la grande inconnue, c'est la résistance au foyer. Toutes ces femmes qui représentaient quand même à peu près 48, enfin la moitié des femmes de 15 à 64 ans, qui étaient mariées, qui étaient au foyer, et qui ont participé directement à la résistance et qui ne sont en général enregistrées nulle part, et qui ont pourtant joué un rôle crucial, notamment d'hébergement. Alors je voudrais risquer une hypothèse qui mériterait d'être mieux fondée que je ne vais le faire aujourd'hui, mais je voudrais soumettre cette hypothèse d'une aptitude supérieure des femmes de l'époque à la résistance, à l'engagement résistant. C'est l'idée qu'il y a, dans la mesure où les rôles féminins et masculins sont très différenciés à l'époque, il y a forcément une culture politique spécifique des femmes, puisqu'elles ont une position sociale spécifique. Et cette culture politique spécifique, elle repose sur le fait que donc un pourcentage important d'entre elles est au foyer, sur le fait qu'elles sont prédisposées par la société aux tâches matérielles, qui sont des tâches ouvrières dans le foyer. Elles sont prédisposées aux soins des enfants. Elles ont par ailleurs une culture religieuse plus active. Elles ont une véritable pratique religieuse. Et statistiquement, elles sont moins instruites. Et je dirais que cet ensemble de paramètres donne une culture politique ou civico-politique particulière. Et je vais en prendre un exemple. Tiré d'un témoignage d'Edith Thomas, qui était conservateur aux Archives nationales à l'époque et résistante au sein du Comité national des écrivains, et qui, dans son journal, donc ce n'est pas une reconstitution après coup, c'est dans son journal, raconte l'anecdote suivante, datée du 11 octobre 1941. Rencontrer ce matin une voisine qui se rendait à l'église. « Je vais prier pour les Russes », m'a-t-elle dit. Je ne peux pas croire que Dieu les abandonne. Edith Thomas, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Vous croyez que Dieu est avec les communistes? Oui, m'a-t-elle répondu. Jésus ne peut être qu'avec les communistes, les vrais. Ce genre de dialogue ferait lever les bras au ciel de tout politologue masculin compétent. Mais je crois qu'il nous met sur la voie d'une appréhension de la vie politique autre qui facilite l'accès à la résistance parce qu'il fait de ces femmes des outsiders de la société établie. Étant hors la société, elles ont moins d'efforts que les hommes à faire pour se retrouver hors la loi. Et c'est ainsi que qu'un certain nombre de femmes sont là clairement à l'initiative de mouvements de résistance. Par exemple, Lucie Aubrac, Hélène Vianney, Micheline Eudes, Germaine Tillion, Mireille Albrecht et bien d'autres encore. Pour conclure, je dirais que cette participation au combat à risques presque égaux avec ceux des hommes ne faisait pas nécessairement des femmes résistantes, des féministes, au sens des années 1970 et suivantes. Pour la plupart, c'est plutôt un certain humanisme qu'elles défendaient, qui n'était ni masculin ni féminin. Comme l'a écrit Annie Guéhenno dans ses souvenirs de résistance, la résistance fut comme un embarquement dans notre vie d'homme.
voyez, c'est une femme qui écrit cela en 1965. Un embarquement dans notre vie d'homme. Derrière les titres, l'argent, tous ces fantômes, se trouvent les hommes et ils sont semblables. Tel était, je crois, le fondement de la lutte citoyenne contre le Troisième Reich. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire Andrieux de cette présentation extrêmement synthétique et dense qui probablement ouvrira la voie à un dialogue pour plus tard cet après-midi. Mais je passe immédiatement la parole à Madame Tartakovsky, Danielle Tartakovsky, qui est professeure d'histoire contemporaine et présidente de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Madame, vous avez la parole. À partir de 1940 et durant plus de 5 ans, la France subit le rationnement et la faim, qui frappent certains plus que d'autres, du fait des défaillances de l'organisation du ravitaillement général, de 2 hivers particulièrement rigoureux et plus encore, bien sûr, de l'occupant, dont les prélèvements privent la France d'une grande partie de ses ressources. La réaction vient des femmes, 2 femmes. Des femmes confrontées aux étals vides, à la pénurie. De novembre 40 à l'été 44, elles participent à plusieurs centaines de manifestations de rue dans la France entière, qui touchent toutes les zones de pénurie alimentaire, bassin minier du Nord, région parisienne, axe rhodanien, littoral méditerranéen. Ces femmes, souvent accompagnées de leurs enfants, de leurs jeunes enfants, sont parfois quelques dizaines, plus souvent quelques centaines, exceptionnellement plus d'1 millier. Elles se portent depuis les marchés vides pour aller vers les préfectures, les sous-préfectures, les mairies, réclamer aux autorités de quoi se nourrir et, durant les hivers 40-41, obtiennent souvent satisfaction. Ces manifestations s'inscrivent jusqu'en 42 du moins dans le rythme saisonnier des récoltes, le rôle de la rumeur dans leur diffusion, leur atomisation, le rapport d'immédiateté spatio-temporelle avec les causes et les objectifs, les étals sont vides et on a faim, sont autant de facteurs qui amènent à voir en elles des mouvements teintés de ces archaïsmes caractéristiques de la culture politique de Vichy et qui peuvent les apparenter aux émeutes de subsistance d'Ancien Régime. Certaines de ces manifestations sont indéniablement spontanées, en zone sud en premier lieu. Du moins, leur rythme, leur implantation, leur nombre ne saurait-il se comprendre sans prise en compte des effets croisés de la conjoncture alimentaire et de la stratégie du Parti communiste qui va intégrer ces mouvements sociaux, ces mouvements de protestation sociale sur des revendications les plus élémentaires, la faim, dans sa stratégie politique, dans sa stratégie de résistance. Jusqu'en mai 1942, ces manifestations que l'humanité clandestine qualifie dès la mi-novembre 40, c'est la première fois qu'on a une attestation de ces mouvements de ménagères, un terme totalement disparu des usages dans l'entre-deux-guerres, sauf rarissimes exceptions. Ces manifestations dites de ménagères représentent, de novembre 40 à mai 42, plus de la moitié des manifestations de rue qui se sont déployées sur un objectif ou sur un autre dans la France entière, ce malgré les interdictions. Durant l'hiver 40-41, une première vague frappe principalement, mais non exclusivement, la zone occupée où les risques sont pourtant majeurs. La plupart de ces manifestations se déroulent dans d'anciennes municipalités communistes, dans le département de la Seine et le bassin du Nord en premier lieu. Ces manifestations deviennent exceptionnelles durant l'été 41, puis reprennent avec force à la fin de l'année, sous l'effet d'une pénurie accrue. Au début 42, elles se déploient principalement en zone sud,
du fait de l'aggravation des restrictions et de l'afflux des réfugiés en zone occupée. À partir de cette date, le phénomène cesse de se limiter aux fiefs militants d'avant-guerre pour s'étendre à au moins 24 départements français. Le Parti communiste ne revendique pas, n'a jamais revendiqué explicitement la paternité de ces mouvements. Mais il sait se saisir d'un mécontentement surgi sur un terrain, le terrain de la consommation, un terrain qui ne relevait pas de son champ d'action coutumier dans l'entre-deux-guerres, pour l'organiser ou du moins l'amplifier. Contrairement au titre dont je dois porter la responsabilité, je dirais qu'il interagit plutôt qu'il organise. Il mobilise d'abord sur le seul terrain revendicatif, conformément à l'analyse de la guerre anti-impérialiste qui est alors la sienne, jusqu'au début 1941, puis conserve ce mode d'action au nombre de ses formes de résistance après le tournant de 1941, en devant, je cite un préfet, à l'effective ampleur du problème posé, de trouver là intérêt d'action. Intérêt d'action où le mécontentement social se conjugue avec l'action de comités de base, animés par quelques femmes, futurs cadres de l'Union des femmes françaises, qui les impulsent et qui demeurent légales. Ces manifestations attestent d'une précoce résistance civile, et je croise là ce que disait Claire Andrieux il y a un instant, civile et populaire, qui contribue dès l'hiver 41-42 à saper le consensus social souhaité par Vichy. Le gouvernement s'en inquiète, il réagit en juillet 42, fait adopter des mesures visant à priver ces manifestations de toute publicité et demande au préfet d'avertir les maires qu'il n'y aura jamais de distribution spéciale après une manifestation de ce type, pour éviter que les manifestations, dont j'avais dit il y a un instant qu'elles avaient été souvent suivies d'effets positifs et donc victorieuses durant l'hiver 40-41, ne fassent tache d'huile. Cependant que, dans certaines villes plus que d'autres, la répression se durcit, c'est le cas dans le Doubs, c'est le cas à Marseille, où il y a des internements administratifs de femmes ou des arrestations suite à ces manifestations dites de ménagères. La progression de la résistance, son affirmation stratégique et le développement de la lutte armée contribuent à modifier la place et le rôle de ces manifestations qui toutefois ne disparaissent pas. Elles deviennent inférieures en nombre aux manifestations dites patriotiques qui vont, pour elles, se multipliant, s'émancipent du temps saisonnier des troubles de subsistance pour désormais s'intégrer au rythme global de la lutte contre Vichy et l'occupant. Les manifestantes, puisqu'il ne s'agit que de femmes, toujours accompagnées souvent de leurs enfants, cessent du reste de tenir les autorités pour des interlocuteurs et intègrent parfois à leur mouvement explicitement des revendications d'autres sortes, dont le rejet du STO. La place qui jouent les comités de femmes, parfois soutenus par des FTP, c'est le cas rue Daguerre à Paris, devient pour elles beaucoup plus ouverte. Certaines de ces manifestations vont s'inscrire explicitement dans la préparation de la grève du 14 juillet 1944 et de la grève insurrectionnelle, en s'affirmant donc comme des composantes à part entière de la résistance organisée. Action genrée, dit-on aujourd'hui, pour parfois avoir un sourire quelque peu condescendant vis-à-vis d'une action genrée. Certes, il s'agit bien d'un mode d'action genré au sens où il épouse la partition convenue des rôles sociaux, mais cette partition convenue des rôles sociaux, par-delà la place des femmes, est alors assumée comme un atout par le Parti communiste français, qui joue alors dans ce secteur comme dans d'autres sur cet atout qu'est l'inscription dans des pratiques sociales préexistantes de toute nature pour pouvoir ancrer dans le terrain social et populaire sa résistance, qui doit être une résistance de masse, et pour en faire le moyen de cette action de masse
nécessaire de la résistance au sens large, dans les termes où Claire Andrieux l'évoquait il y a un instant, en assignant dès lors, délibérément, aux femmes une place à la mesure de leur rôle majeur dans le tissu social. On dira, d'aucuns diront, que cette attitude des femmes fut une attitude d'opposition plus que de résistance, que résistance s'inscrive avec un petit R ou avec un grand R. C'est oublier que ces manifestations dangereuses, il y eut des femmes arrêtées, que ces manifestations contribuent dès la fin 1941 à mettre sur la place publique l'existence d'un mécontentement et à attester par là même, au-delà même des revendications qui étaient les leurs, de la possibilité d'exprimer sur la place publique l'existence d'un mécontentement et par là d'une résistance, de formes de résistance, avant que de s'inscrire, je le disais, à leur juste place dans des orientations politiques et stratégiques nationalement définies. Ces manifestations de femmes ordinaires, ces manifestations ont sans doute été un moyen d'entrée pour des femmes ordinaires, d'entrer en résistance, sinon dans la résistance, et sans doute, mais une étude serait nécessaire, sans doute par là même, d'entrer, selon des formes qui étaient les leurs, en politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame, de cette évocation qui se situe bien dans le prolongement de vos propres travaux sur les mouvements sociaux, le Front populaire et autres. Nous allons maintenant aborder, au fond, la situation des femmes dans la résistance sous un autre angle géographique, avec une étude de cas, si je puis dire, sur le département du Nord, qui sera à la charge de Madame Catherine Lacour-Astol, qui est docteur en histoire contemporaine, qui a été votre élève, Madame Claire Andrieux, et à laquelle donc je suis heureux de passer la parole. Pardon. La résistance féminine dans le Nord, exemplarité, singularité. D'abord une citation pour ouvrir, puisqu'on a beaucoup parlé de la louange immédiate et consensuelle qui a entouré l'investissement par les femmes de la résistance. Un propos qui est moins souvent repris, celui d'Élisabeth Ternoir, dès 1946, qui met l'accent sur le fait que non seulement les femmes se sont engagées, mais qu'elles ont sans doute été plus nombreuses que les hommes, dit-elle en 1946. Indépendamment de cette louange, l'histoire de la résistance, elle, en revanche, a longtemps peiné à prendre en compte cet engagement et plus encore à considérer sa spécificité. Poser la question de la résistance féminine dans le Nord, c'est donc prendre acte des avancées récentes de l'historiographie de la résistance et tenter de dresser le portrait d'un engagement singulier parce que féminin. C'est aussi prendre en compte la dimension territoriale de la résistance qui ne s'est de toute évidence pas développée à l'identique dans une France écartelée. Deux questions donc. En quoi la résistance des femmes du Nord est-elle exemplaire de la résistance féminine et quelle marque spécifique y a apporté l'inscription dans un espace singulier à plus d'un titre? Dans le Nord, comme ailleurs sur le territoire français, l'étude de la mobilisation féminine fait état d'une activité plurielle, celle des agents de liaison, des boîtes aux lettres, des agents de renseignement, des passeuses de ligne, etc. Ce tableau foisonnant atteste que si la résistance armée est restée majoritairement l'affaire des hommes, aucune activité n'a été ignorée par les résistantes. Le tableau qui vous est proposé est fait non pas à partir des archives de la reconnaissance, mais à partir de celles de la répression, et donc met en évidence les activités qui ont été sanctionnées par l'occupant, en mettant en évidence le rôle des femmes par rapport à celui des hommes, et c'est classé évidemment au prorata de l'importance prise par les femmes dans l'activité en question. Donc évidemment, on commence par les sabotages où le rôle des femmes est quasiment nul, ou en tout cas non réprimé, et celui de l'hébergement pour lequel, sans l'engagement des femmes, pour le coup, les choses auraient été compliquées. En dehors de la pluralité des activités, d'autres traits de l'engagement résistant féminin peuvent être mis en évidence. Sa précocité, sa réactivité, dont vient de faire état la communication qui a précédé, son ancrage dans le quotidien, son inscription au cœur du foyer, cette irruption de la résistance dans la sphère privée, autorisant pour partie sa survie.
Je voudrais insister sur la précocité qui signe une résistance pionnière, un désordre de courage, pour reprendre l'expression de Malraux. Dans le Nord, cette précocité est lisible dans la chronologie des arrestations comme dans celle des déportations. La première femme déportée du Nord, Mariette Roels Duflot, dont le nom ne vous dira évidemment rien, enfin je crois, est arrêtée le 2 septembre 1940 et déportée à Aix-la-Chapelle le 16 novembre de la même année. Elle aura passé plus de 1600 jours en déportation. Perçue et sanctionnée par l'occupant, cette résistance pionnière sera reconnue en sortie de guerre, puisque selon les dates validées par l'administration dans le cadre de la reconnaissance par la carte verte, par la CVR, 27% des résistantes du Nord se sont engagées en 1940-1941, contre 13% des résistants. La grève des mineurs de 1940-41, qui alerte l'occupant sur la capacité de mobilisation dans une région rompue à la lutte ouvrière, éclaire les modalités d'un engagement féminin pluriel. Dans la grève, le rôle des femmes mineurs est de permettre la lutte masculine. En témoignent les ordres allemands qui cherchent à cantonner les femmes au foyer, dont nous avons le témoignage ici relayé par les autorités françaises. Mais certaines femmes sont aussi considérées comme des meneuses et poursuivies comme telles, quand d'autres poursuivront la lutte dans les rangs communistes. Ces traits majeurs de l'engagement féminin sont sans doute accusés dans le Nord, qui connaît un régime d'occupation aggravé. Les départements septentrionaux sont en effet rattachés au commandement militaire allemand de Bruxelles et placés sous la coupe d'un Oberfeldkommandant doté des pleins pouvoirs sur sa province. Donc on voit apparaître les départements du Nord et du Pas-de-Calais qui dépendent de ce qu'on appelle l'OFK 670 et qui sont englobés dans généralement le commandement militaire allemand de Bruxelles. La violence de l'invasion, la précocité de l'occupation, effective dès la mi-juin 1940, influent sur la mobilisation féminine. En septembre 1940, la condamnation à mort d'une femme, accusée d'avoir coupé des lignes téléphoniques, Blanche Joséphine Pogan, est un signal fort adressé aux populations. L'indifférence au sexe manifestée par cette condamnation, même si elle n'a finalement pas été exécutée, est un marqueur fort de la rigueur immédiate qui caractérise la zone rattachée. Dans le Nord, la mobilisation féminine est aussi influencée par le précédent de 1914, dont la mémoire régionale a conservé le souvenir, et particulièrement, celui de, comme quoi la mémoire régionale a du mal à revenir à la surface, et particulièrement celui de figures féminines du refus de l'occupant, comme Louise de Béthigny. En 1927, un monument financé par une souscription nationale est inauguré à Lille par le maréchal Foch à la mémoire de la jeune femme et aux femmes héroïques des pays envahis. 2 ans avant, sous le titre « La guerre des femmes », Antoine Rédier avait signé un hommage à toutes celles qui avaient résisté avant la lettre. En 1940, l'isolement imposé à la région, comme la présence conséquente de soldats anglais restés sur le territoire après l'opération Dynamo, explique le développement d'une résistance civile dans laquelle l'activité de propagande et de soutien aux individus pourchassés, et particulièrement aux soldats anglais, occupe la première place. Cette mobilisation spécifique, témoignage ultime, là, par cette photo envoyée par un aviateur américain hébergé à destination de celle qu'il avait hébergée, qui s'appelle Léa Leroux de Valnoy. Donc cette mobilisation spécifique est le fait de femmes seules, dont certaines étaient déjà des résistantes en 1914, à l'instar de Jeanne Gaden-Jourdain. Elle a ouvert les portes de sa maison en 1914 lorsque son mari était mobilisé. Elle le fait à nouveau en 1940. Elle est arrêtée en septembre 1943. Déportée en février 1944, elle revient sauve de déportation en 1945. Elle a alors 64 ans. Son itinéraire, qui montre la filiation entre les deux conflits, témoigne aussi de ce que la résistance d'aide est un tremplin pour d'autres formes d'engagement, dans son cas, le renseignement pour le compte de l'organisation civile et militaire. Cependant, cette résistance d'aide, et plus généralement cette résistance civile, est surtout le fait de femmes engagées au sein du couple. Reflet du caractère dominant de la résistance non armée, l'engagement familial est, dans le Nord, l'objet d'une reconnaissance appuyée en sortie de guerre. En témoigne par exemple la consécration de Lucienne Buisse d'Alandre, proposée pour siéger dans le cénacle masculin de la commission départementale de la CVR, à l'instar de Lucie Aubrac à l'échelle nationale. Sa consécration, comme son itinéraire, en font l'idéal type de la résistante du Nord. Maturité, elle est née avant le siècle, précocité de l'engagement, elle s'engage en 1940, anglophilie,
Elle est Lise Dallène, en résistance, engagement familial aux côtés de son époux et de son fils. Elle est en sortie de guerre, une icône de la résistance féminine régionale, ou tout du moins de celle que l'on souhaite honorer, et elle est la gardienne d'une activité résistante partagée au sein du couple, quelle qu'ait été la valeur de ce partage. Pour finir, je voudrais revenir sur le modèle familial et des rapports sociaux à l'intérieur de la famille qui a été évoqué, en rappelant que ce couple évoque peut-être un propos tenu par M. Pro, qui disait que dans les années 30, c'est manifestement vrai encore dans les années 40 ou dans les années 50, être un couple, c'est logiquement faire équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, notamment d'avoir mis l'accent sur les différences selon la géographie française de l'occupation, parce qu'effectivement, la zone dite libre, la zone occupée, les zones annexées et la zone Nord-Pas-de-Calais présentent évidemment des caractéristiques, notamment en ce qui concerne la répression, extrêmement variées. Nous avons donc terminé cette première table ronde. J'invite donc monsieur Criveau-Piscot de rejoindre la tribune, à rejoindre la tribune. Et nous-mêmes, nous allons... Je me suis engagée en octobre 1942 quand à Annecy nous sommes devenus zone occupée. Le général Valentosian a dit il me faut une équipe féminine pour faire les liaisons. Du coup, on nous a demandé. Et on a dit oui tout de suite. On était moins fouillés que les hommes. On savait qu'on était utile, donc on était même heureux de faire quelque chose. D'abord, on avait une permanence. On louait un 2 pièces. À Annecy, on a changé souvent pour ne pas être contrôlé. Et là, on recevait les agents de liaison de Lyon ou d'ailleurs. Et j'avais très peur qu'on vienne à la maison. Or, à la maison, on logeait toujours, il y avait toujours un ou deux résistants qui arrivaient et qui demandaient qu'on le couche. On travaillait dans le département, en dehors, surtout sur Lyon et Grenoble. Et puis alors, moi, je faisais les liaisons sur la Suisse. Et elles sillonnent le département sur leur vélo, avec les messages cachés dans les poignées de guidon. Elles passent en Suisse pour aller chercher de l'argent. Parfois pour exfiltrer des gens qu'il faut exfiltrer. Nous prenions nos bicyclettes, d'abord parce qu'on était souvent moins fouillés que dans les trains ou dans les cars. Parfois dans la journée, on allait jusqu'à 100 km. Et ça, c'était souvent difficile. Par exemple, on arrivait à Thonon, après avoir pris le train un petit bout et puis le vélo très longtemps. Arrivé à Thonon, on nous disait « Ah ben le chef, il est à Morgide ». C'est-à-dire 30 km à monter. Et nos vélos n'avaient pas de changement de vitesse à l'époque. Elles le font avec une espèce d'enthousiasme tout à fait extraordinaire, quoi. En faisant de véritables performances, hein, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Elles-mêmes d'ailleurs le disent. Finalement, je ne sais pas comment j'ai pu faire tout ça. Moi, je disais qu'à la Libération, j'étais prête pour le Tour de France. À Genève, on m'avait donné une quantité de courrier, ce qui fait que mon sac était gonflé et si on l'ouvrait, on le voyait. Je revenais en car, le car a été arrêté par des policiers français. Il y avait 2 ou 3 Allemands avec eux. Alors ils rentrent et ils disent « Tout le monde descend pour la fouille. » Je ne bouge pas. Alors le policier français vient et me dit « Mais pourquoi vous ne descendez pas ?» Alors je lui dis « Écoutez, vous allez, c'était le mois de juillet, il fait très chaud, c'est midi, et vous allez nous laisser 2 ou 3 heures debout au soleil. » Il me dit « Oui, et après ?» Je lui dis « Mais je suis cardiaque. J'ai de gros problèmes, et si je reste debout au soleil, eh ben, je vais m'évanouir tout de suite. » Ah, je dis, mais pourquoi vous arrêtez des femmes? Vous fouillez des femmes? Il me dit, mais il y en a qui portent des papiers. Oh, je lui dis, c'est pas moi qui aurai ce courage-là. Alors il me regarde bien et il me dit, non, c'est vrai, vous n'avez pas la tête d'une terroriste. Et j'ai été le seul sac à ne pas être fouillé. Ce sont des coups de chance, quoi. Et en contraste avec cet enthousiasme juvénile avec lequel elles s'étaient engagées dans tout ça, elles ont tout en commun, ensuite, d'être entrées dans l'ombre.
sans aigreur ni amertume d'ailleurs, pour devenir des épouses modèles et des mères de famille. Alors, lors d'un colloque organisé par l'Union des femmes françaises, dont on rappelait l'origine résistante à travers ces comités populaires féminins, donc colloque de 1972, sur les femmes dans la résistance, le résistant et historien de la résistance, Henri Noguer, déclarait, et je cite, « Il en fut des femmes dans la résistance comme il en est quotidiennement, des femmes dans la vie. Elles y ont fait toutes ces choses qu'elles seules pouvaient faire, ou qu'elles pouvaient faire en tout cas indiscutablement mieux que les hommes. Elles y ont fait aussi, et tout aussi bien que les hommes, ce que les hommes faisaient. » Et je pense que cette table ronde sera l'occasion, l'illustration parfaite de ces propos du résistant Henri Noguer. Alors cette table ronde, nous entendrons d'abord successivement les témoignages des résistantes Colette Périès-Martinez et Colette Lacroix. Suivront les communications sur Rose Valland faites par la sénatrice Corinne Bouchoux, sur la résistance allemande Sophie Scholl faite par la sénatrice Claudine Lepage, et sur la résistante agente du SOE Pearl White Winton, faite par la collègue chercheuse historienne Corinna von List. Ces communications seront prolongées par les témoignages des résistantes et des déportées, Jacqueline Fleury et Marie-Jo Chombardelot. Alors, Madame Colette Périès-Martinez, avant de l'interroger, je souhaite présenter très brièvement ce parcours en résistance. Vous avez 20 ans en 1940 et vous habitez la Haute-Savoie. Vous grandissez dans une famille de hauts fonctionnaires de la République. Votre père a été préfet. Après des études secondaires au lycée d'Annecy, vous suivez une formation médico-sociale à la Croix-Rouge et vous fréquentez un groupe de jeunesse chrétienne. Le refus de la situation créée par la défaite, l'occupation et la collaboration est celle de toute votre famille. Jusqu'en 1942, avec votre sœur aînée et un groupe de jeunes filles, vous œuvrez pour les prisonniers de guerre. Puis vous franchissez un pas supplémentaire en devenant agent de liaison de l'armée secrète, les groupes de combat des mouvements de résistance, notamment du maquis des Glières. Vous transportez du courrier, des renseignements, vous planquez et exfiltrez des résistants et des soldats alliés, vous transportez de l'argent. Votre zone d'action, c'est évidemment la Haute-Savoie, mais aussi l'Ain, l'Isère, vous allez jusqu'à Lyon, à Avignon, à Marseille. Première série de questions. Quel événement vous paraît insupportable, au sens, je dirais, propre du terme, pour provoquer votre entrée en résistance? Quel événement vous paraît tellement insupportable, invivable, que ça déclenche votre entrée en résistance? Je pense que c'est surtout se sentir libre. Lorsqu'on sort dans la rue, n'importe qui pouvait être arrêté. Annecy était devenue zone interdite. Et je ne pouvais pas accepter que des amis soient arrêtés n'importe comment et qu'ils soient en prison ou déportés. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans la résistance, mais nous étions toute une équipe. Nous étions 4, nous faisions partie d'un groupe catholique, et toutes les 4, nous avons formé une équipe d'agents de liaison
sous la direction du général Valette d'Ozia. Nous dépendions de l'armée secrète. Comme le disait Françoise Leclerc, pour entrer en résistance, encore fallait-il rencontrer la résistance. Et pour vous, cela se passe comment? Je pense que c'est dans notre groupe où on s'est dit que, oui, ce que j'ai dit, on ne peut pas accepter d'être comme ça. Et on avait des amis qui étaient scouts, et la responsable des scouts d'Annecy voulait créer une équipe féminine d'agents de liaison à la demande du général Valette d'Ozia, et elle nous a demandé d'y participer. Pour autant, on a rappelé les dangers, mais aussi cette infériorité dans laquelle votre situation de femme, de jeune fille était. Dans votre éducation, qu'est-ce qui vous a autorisé à désobéir? C'est plutôt une supériorité dans la résistance. Dans la résistance, nous passions beaucoup plus facilement que les hommes. Donc, c'était à nous de le faire. Mais dans votre éducation, est-ce que vous aviez été éduqué à penser par vous-même, à agir Ah oui, j'ai des parents qui tenaient beaucoup à ce qu'on pense par soi-même. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'un jour votre papa vous dit quand vous commencez à fréquenter ce groupe de jeunes chrétiennes? Oui, quand j'ai voulu rentrer dans un mouvement de chrétien, et comme j'aimais beaucoup mon père, je ne pouvais pas le faire sans son accord. Alors mon père m'a dit, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais promets-moi une chose, une fois par mois ou tous les 2 mois, tu te dis, est-ce que je pense encore par moi-même ou est-ce le mouvement qui pense pour moi? Et ça, j'y ai toujours pensé. Merci, je vais reprendre les questionnements tout à l'heure. Alors une autre Colette, Colette Lacroix. Colette Lacroix, vous avez 16 ans en 1940 et vous habitez dans l'Ain. Votre père est prisonnier. Vous êtes lycéenne au lycée Garquinet et aussi au lycée Lalande, puisque la guerre réunit les 2 établissements, celui de garçons et celui des filles. Je rappelle qu'à l'époque, vous êtes parmi les rares jeunes qui peuvent poursuivre des études secondaires. Seuls 3% d'une classe d'âge poursuit des études, et c'est encore plus rare pour des jeunes filles. Votre premier refus est immédiat, ainsi que celui de toute votre famille. C'est d'abord des réactions spontanées et qui se prolongent très vite au sein du mouvement Libération Sud, de combat et des Forces Unies de la Jeunesse, ainsi qu'à partir de 1943 au sein du réseau de renseignement Pimenteau de l'intelligence service. Votre responsable, le responsable pour l'un de ce réseau de renseignement est Henri Gauthier. Il devient votre mari et votre couple donne naissance durant l'occupation, en 1944, à votre premier enfant. Ainsi, successivement et parfois parallèlement, vous contribuez à des actions de propagande de la résistance, mais aussi avec les maquis de l'Ain, au sein de l'AF, pour tous les maquis de l'Ain, autant les maquis de l'armée secrète que les FTP. Vous faites des liaisons, vous planquez, vous exfiltrez des résistants, des soldats alliés, vous organisez, réceptionnez, répartissez des parachutages et vous participez même à la lutte armée, notamment à des sabotages ferroviaires. Et la zone d'action sur laquelle vous agissez, c'est l'Ain, les départements limitrophes, mais le réseau de renseignement vous conduit aussi à Toulouse. Alors, comme pour Colette Perriès-Martinez, 3 questions. Première question, quel événement vous paraît à ce point insupportable
que vous décidez de vous engager en résistance? C'est l'arrivée des Allemands. Parce que j'avais été témoin de l'arrivée des Espagnols. Ah, pardon. J'avais été témoin de l'arrivée des Espagnols chassés par Franco. Et j'avais trouvé leur situation épouvantable. Et je m'étais dit que la situation qui nous attendait à nous avec Hitler allait être du même genre. Donc, j'étais obligatoirement contre cette situation. Deuxième question. Quand ou comment rencontrez-vous la résistance? Mais très facilement, j'avais le voisin de mes parents, Paul Pioda, qui est mort en déportation, habitait à côté de chez mes parents. Et j'allais obligatoirement chez lui, et là j'ai rencontré Madame Appleton, qui est une grande résistante, et qui m'a demandé d'aller faire mon premier acte de résistance chez elle, en me cachant chez elle, pendant que des gens venaient fouiller sa maison, et c'est ce que j'ai fait en novembre 40. Et enfin, dans votre éducation, comme Colette Périès-Martinez, qu'avez-vous reçu qui vous engage à désobéir? Mon père était prisonnier. Il n'aurait pas dû être prisonnier parce qu'il était au Mont-Donné, à condition qu'il aille à Strasbourg. Il est allé à Strasbourg avec ses troupes, il était capitaine. Et là-bas, on les a fait prisonniers. Alors, ça avait contribué à me révolter. On vous avait appris à désobéir? Non, c'était pas une désobéissance, au contraire. C'était une obéissance à mes idées. Ben oui, je vous remercie. Alors, on poursuit. Alors avec le bref résumé des parcours des deux Colettes, vous aurez compris qu'il est impossible de faire le récit de leurs années de résistance, de toutes ces années de résistance. Simplement, je vais leur poser deux questions. J'aimerais qu'elles nous racontent, et ça reprendrait le questionnement de Claire Andrieux, ou la formule d'Henri Noguère, qu'elles nous racontent deux événements, deux faits de résistance, de leur résistance. L'une, un fait qu'elles ont accompli à l'égal des hommes avec qui elles résistaient, et un autre fait qu'elles ont accompli alors que elles seules, jeunes femmes, pouvaient accomplir ce geste. Alors Colette Périès-Martinez, parmi toute cette vie de ces années de résistance et toute cette action, quel fait de résistance avez-vous accompli à l'égal d'un homme? Par exemple, un jour, je rentrais de Suisse, j'avais un sac à main que j'avais fait moi-même en ficelle, un sac rond, avec une doublure, pour pouvoir cacher des papiers dedans. Et j'avais caché beaucoup de papiers. Et ça se voyait très bien. Et je revenais de Suisse et le car a été arrêté. Ah ben oui, mais je crois qu'ils l'ont dit, ça. Non, redit. Et le car a été arrêté par des policiers français avec le feutre et l'imperméable, et puis des Allemands, et qui ont dit tout le monde descend pour la fouille. Alors moi je suis restée assise, bien sûr, j'avais mon sac. Et un policier monte et me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne descendez pas? Et je lui dis, mais je suis cardiaque. Si vous me laissez pendant 1 heure debout au soleil, moi je meurs. Alors on a discuté un petit peu, et puis au bout d'un moment, il me dit, non, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous arrêtez des femmes?
Il me dit, mais il y a des femmes qui portent des papiers. Et il me répond, mais je lui dis, mais moi, j'aurais jamais le courage de cacher les papiers puisqu'on risque sa vie. Moi, je suis peureuse. Il me dit, oui, vous n'avez pas une tête de terroriste, et il m'a laissé. Colette, je sais aussi qu'au sein de vos activités, au sein des groupes et du réseau, vous participez à des activités de décodage et de codage de messages. Ah oui, ça j'ai travaillé avec Cantinier, qui était l'officier qui avait été parachuté de Londres, et j'allais souvent l'aider pour décoder, c'était assez amusant. Et il venait très souvent à la maison parce que c'était lui qui fait la liaison radio avec Londres. J'ai continué à le voir du reste après la guerre, où il était ennuyé en me disant, comme je suis très riche, c'était à Rosenthal, pour les gens, je serais un de 100 familles à rejeter, et pour les autres, je serais un sale juif. Et ça a été un peu vrai. Merci Colette. Alors Colette Lacroix, même question. Parmi tout ce que vous avez fait, il y a des choses que vous avez fait à l'égal de vos compagnons hommes, et puis il y a des choses qu'ils n'auraient pas pu faire eux et que vous avez fait. Par exemple, quand j'ai été chargée de surveiller Klaus Barbie. J'étais allée à Toulouse porter du matériel, porter du plastique, etc. Et là, j'avais rendez-vous avec mon patron, l'anglais, le major Brooks. Et il me dit, je viens d'entendre le message disant que le débarquement va avoir lieu aux environs de Sète. Alors, je t'ai trouvé une place dans le train, dans le même compartiment que Klaus Barbie. Au moment du débarquement, de mettre la main sur Klaus Barbie, de ne pas le quitter. Alors ça, c'est pas un homme qui pouvait le faire. Malheureusement, nous n'avions pas à l'époque le téléphone portable, et quand nous sommes partis dans le train, nous ne savions pas qu'il y avait eu un message annulant le débarquement aux environs de Sète. Alors quand le train s'est arrêté aux environs de Sète. J'étais dans le compartiment donc de Barbie. Alors là, au bout d'une demi-heure, le train était arrêté. Au bout d'une demi-heure, je suis allée dans le couloir, effarouchée. J'ai dit au garde du corps de Barbie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, au bout d'un moment, j'ai continué à m'adresser à eux, et Barbie a mis la tête en dehors de son compartiment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle a peur. Alors il a dit, mais qu'elle vienne dans mon compartiment. Alors je suis allée dans le compartiment de Barbie. Alors là, nous avons passé plusieurs heures ensemble. Ça n'a pas été forcément désagréable. Et on est arrivé quand même, en fin de compte, à Lyon. Et à Lyon, on est allé manger dans un restaurant où il a été accueilli à bras ouverts. Au moment de son procès, j'avais presque envie d'aller dire le nom du restaurant, mais je ne l'ai pas fait. Et comme Barbie avait envie de conclure davantage, j'ai prétexté d'aller aux toilettes et je me suis sauvée comme j'ai pu. Voilà. Parce qu'autrement, pour faire sauter les trains, les ponts, c'était comme les hommes, quoi. La première fois que j'ai fait sauter un pont, j'ai eu horriblement peur parce qu'il y a une grosse pierre qui est tombée juste à côté de moi. J'ai eu une peur. C'était où, Colette Là, c'est sur le Suran, dans le département de l'Ain, entre Bourg et Pondin, quand on a fait sauter le pont sur le Suran. Vous voyez? Alors,
le temps nous est compté. Alors, j'espère qu'on aura un temps d'échange avec la salle pour revenir et pour que vous puissiez continuer d'interroger et de questionner les deux Colettes. Alors, on poursuit l'évocation de ces femmes en résistance et dans la résistance avec le portrait, l'itinéraire de Rose Valland que va nous faire Corinne Bouchoux, qui est sénatrice, qui est historienne, comme il a été rappelé, qui a consacré de très nombreuses études aux femmes en résistance et particulièrement à Rose Valland, qui est maintenant une figure bien connue de la résistance, et heureusement, et un tout petit peu moins caricaturale que le film Le Train en 1964, même si c'était sous les traits de Suzanne Flon, le laissait paraître. À vous la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quelques mots sur Rose Valland. En fait, c'était une promesse faite à Lucie Aubrac, qui en fait a commencé ce travail. Et on avait demandé à Lucie Aubrac de faire une conférence sur Rose Valland. Et Lucie Aubrac m'avait dit, une héroïne de la résistance que je ne connais pas, ça m'étonnerait. Et en recherchant un petit peu, Lucie Aubrac s'est aperçue en 1998 qu'elle avait assez peu d'éléments sur Rose Valland pour faire une conférence publique. Et donc, c'est une histoire qui a commencé en 1998. Alors, quelques mots sur Rose Valland. C'est un itinéraire atypique, mais qui reprend des choses qui ont été dites tout à l'heure. Elle est née en 1898 à Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre, dans un milieu modeste. Son père est charron, sa mère ne travaille pas. Elle fait l'école normale d'institutrice, c'est déjà une expédition. Et là, on la découvre talentueuse. Elle part faire les beaux-arts à Lyon. Et là, elle s'enhardit, elle veut quitter Lyon, elle veut monter dans la capitale et elle vient à Paris où elle arrive dans les années 30. Elle étudie l'histoire de l'art, elle gagne chichement sa vie et elle va se retrouver par un concours de circonstances qui a été étudié depuis. Elle se retrouve au musée du Jeu de Paume en 1940, au moment où vont commencer les pillages, les spoliations, les pillages. Et donc elle va, entre 1940 et 1944, se livrer à une forme tout à fait singulière de résistance. Elle ne sauvera pas des vies, elle contribuera à sauver des biens. Elle va au quotidien ficher ce que font les nazis. Et en fait, elle va réussir, grâce à un travail minutieux, patient, à noter les destinations des œuvres d'art qui partent vers l'Allemagne. Et elle va réussir aussi à informer via Jaugeard la résistance, ce qui permet aussi à Paris d'éclairer les visites des nazis pour, on va dire, être prises en compte dans le quotidien de la résistance. C'est une résistance totalement atypique, elle est seule, elle prend des notes, donc on sait depuis ce qu'a été son existence. Et c'est une existence singulière parce que elle ne va pas réellement être inquiétée, même si elle est menacée plusieurs fois. Elle va, au moment de la fin de la guerre, être sur le terrain. Elle est incorporée à l'armée française, elle est incorporée à l'armée américaine. Elle est sur le terrain pour éviter qu'on ne bombarde les caches des œuvres d'art. Et ensuite, elle va faire le choix, là aussi atypique, de vivre en Allemagne. Donc entre 1945 et 1953, elle vit en Allemagne avec deux missions essentielles, d'assurer le retour des œuvres d'art, mais aussi la reconstruction des musées allemands. Et elle a, on va dire, un souci à l'époque d'Europe, un souci à la fois avoir en présence la mémoire de ce qui s'est passé, mais aussi l'idée de devoir faire la paix. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, la reconnaissance, Rose Valland a eu toutes les distinctions qu'on pouvait avoir, elle les a eues assez tôt. Les distinctions françaises, américaines, puis les distinctions allemandes. Donc elle a été extrêmement honorée au titre de son activité de résistante. Néanmoins, elle est restée en dehors des réseaux de sociabilité de la résistance parce qu'elle a vécu en Allemagne après la guerre, principalement. Peut-être aussi par rapport à ce qui a été dit sur la famille, je pense qu'il faut le dire aussi, il y avait aussi des modes de vie différents. Donc Rose Valland vivait avec une femme qu'elle connaissait dès l'époque, avec qui elle est restée toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours.
Et donc, si elles ont en tandem travaillé après les années 60 sur le dossier qui leur tenait à cœur des restitutions, c'est-à-dire rendre à qui appartenaient ces œuvres, elles n'étaient pas dans les réseaux les plus connus, même si elle était, on va dire, reconnue comme telle en tant que résistante. Voilà, donc je voulais juste vous faire partager cet itinéraire qui a été un petit peu déformé par deux fois dans le film Le Train et de façon aussi plus caricaturale dans le film récent américain, puisqu'en fait on en fait quelqu'un de, voilà, on va dire à la moralité douteuse, alors que Rose Valland, ça n'était pas ça. C'est quelqu'un qui a essayé de mettre ses compétences au service d'une forme de résistance. Et donc c'était une résistance du quotidien, mais qui a quand même permis de sauver, on va dire, un grand nombre d'éléments du patrimoine artistique et des collections privées des personnes qui avaient été spoliées, des juifs qui avaient été spoliés pour l'essentiel. Donc c'était, voilà, il me semblait que c'était important de ne pas l'oublier complètement dans ce type d'événement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, si on n'avait pas le temps, je vous conseille de lire l'ouvrage que Corinne Bouchou a consacré à Rose Valland, qui s'appelle Rose Valland, la résistance au musée, et c'est publié chez La Geste Édition, qui est un très bon éditeur, en 2006. Et il y a une exposition faite par le musée, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, consacrée à Rose Valland. Elle a même eu droit aux honneurs d'une bande dessinée. Voilà. Alors, au cœur du système, cette résistance, au cœur du système nazi, c'est celle de ces jeunes étudiants à Munich, dits du groupe de la Rose Blanche, et Claudine Lepage, sénatrice, va nous dresser ce portrait. Alors, avant de vous laisser la parole, c'est un homonyme aussi au cœur du système d'occupation, une résistante anti-nazie, réfugiée en France, qui s'appelait Dora Scholl, il y en a eu beaucoup, œuvre au sein du travail allemand, infiltre la Wehrmacht et travaille à la démoralisation des soldats, à leur passage à la résistance. Et je crois que cette évocation des résistances franco-allemandes était nécessaire, et le beau portrait de Sophie Scholl, nécessaire, faite par Claudine Lepage. On vous écoute, madame. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, elle avait 22 ans, elle était étudiante en biologie et en philosophie. Elle a été arrêtée le 18 février 1943 pour avoir dispersé des tracts dans le couloir de l'université de Munich. Son procès a eu lieu 4 jours plus tard et elle a été guillotinée quelques heures après. Elle était allemande, elle s'appelait Sophie Scholl. Sophie a 12 ans lorsque Hitler prend le pouvoir en Allemagne le 30 janvier 1933. Malgré une éducation chrétienne, imprégnée d'humanisme, elle entre, comme ses frères et sa sœur, dans les organisations de jeunesse hitlériennes. Mais rapidement désabusée par le manque de sens, à leurs yeux, du rituel propre à ces organisations, les enfants Scholl s'en éloignent. Dès 1936, les deux frères de Sophie s'engagent dans une organisation de jeunesse parallèle, créée en 1929 et interdite dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, car elle promeut la culture et l'ouverture sur le monde. Il s'agit d'une organisation masculine, mais Sophie est influencée par l'expérience que vivent ses frères dans cette organisation. Au printemps 1937, du fait de cette appartenance illégale, Sophie et ses frères et sœurs sont arrêtés par la Gestapo pour être interrogés. Sophie, qui n'a que 16 ans, est relâchée dans la journée. Mais l'emprisonnement de 2 de ses frères et de sa sœur la marque et l'imprègne de fierté, sans qu'elle soit toutefois, comme ces derniers, d'ores et déjà en rupture totale avec le national-socialisme. La lecture d'ouvrages interdits par le régime a une importance particulière dans le chemin qui conduit Sophie à la résistance. Elle permet à la jeune fille de se forger un esprit civique, ce que cherchait précisément à empêcher le régime interdisant les livres contraires à l'esprit allemand.
Les événements qui conduisent à la Seconde Guerre mondiale, de l'Anschluss à l'invasion de la Pologne, renforceront cette prise de conscience. Surtout, ce premier acte de résistance est l'occasion pour elle de partager avec d'autres son rejet du régime, puisqu'elle se procure les livres prohibés au sein d'un groupe d'amis qui prend rapidement une place significative dans sa vie. Sophie obtient son baccalauréat en mars 1940, mais doit, avant de commencer ses études, effectuer 2 ans de travaux obligatoires dans une garderie d'enfants. Ce n'est donc qu'au mois de mai 1942 qu'elle débute ses études à Munich. Elle y retrouve son frère Hans, alors que celui-ci commence à organiser avec 3 autres étudiants des actions de résistance passive pour mobiliser contre le régime en diffusant des tracts dans l'université. Le moment précis auquel Sophie fut intégrée au groupe de la Rose Blanche, mouvement de résistance estudiantin créé autour du professeur Kurt Huber, n'est pas connu avec certitude. S'il est probable que la jeune fille en ait été dans un premier temps tenue à l'écart par son frère voulant la protéger, elle a rapidement pris part aux actions. Au cours de l'été 1942, le groupe se sépare. Sophie doit travailler dans une usine de munitions, tandis que les jeunes garçons sont appelés sur le front russe. La jeune fille assiste par ailleurs au procès de son père, jugé pour avoir parlé imprudemment de ses convictions politiques au travail. Ces expériences renforcent les étudiants dans leurs convictions qui reprennent leurs actions lorsqu'ils reviennent à l'université à l'automne. Le rôle de Sophie au sein du groupe s'accroît. Dès le début de l'année 1943, l'effet des tracts commence à se faire sentir parmi les étudiants de l'université de Munich et ils se rebellent davantage. En février 1943, c'est la défaite de Stalingrad. Le danger s'accroît, mais le groupe veut communiquer cette nouvelle qui ravive l'espoir de la chute d'Hitler. La Rose Blanche édite alors un tract à ce sujet. Ce sera le dernier. En effet, alors qu'Hans et Sophie le dispersent dans les couloirs de l'université de Munich, le jeudi 18 février 1943, le concierge les surprend et les dénonce. Sophie et Hans nient, mais dans la fouille de leur chambre d'étudiants, mais la fouille est accablante. Le procès a lieu 4 jours plus tard, devant le tribunal populaire, en présence des parents Scholl. Il dure 5 heures. Sophie, son frère Hans et l'un de leurs camarades, Christoph Probst, sont condamnés à être exécutés. Ils sont guillotinés le jour même, en fin d'après-midi. Sophie Scholl ne fut pas la seule femme résistante en Allemagne. Cependant, elle est un symbole important de la résistance, comme en témoignent de nombreux ouvrages, documentaires et films qui sont consacrés au mouvement de la Rose Blanche. Voilà, j'ai essayé de faire bref sur la biographie de Sophie Scholl et je vous remercie. Merci, Madame. Alors, on continue avec ces participations de femmes étrangères grâce à Corinna von List qui va nous parler de cette Marie ou Pauline, agente du SOE, enfin c'est son pseudo, Cécile Pearl Whittington, agente du SOE, qui n'est pas tout à fait anglaise, elle est aussi française, elle naît à Paris, me semble-t-il. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais vous faire le petit portrait de Pearl Witherington qui concerne uniquement ses activités dans la résistance parce que j'ai très peu de temps pour la présenter. Donc, vous voyez déjà, elle est née en 1914, en effet à Paris, mais elle est ressortissante britannique. Je vous le précise parce qu'en tant que ressortissante britannique, elle est menacée directement par l'internement administratif des autorités allemandes en 1940. Elle est scolarisée à Paris jusqu'à l'âge de 17 ans et après elle fera un cours de sténographie et un diplôme linguistique de la Chambre de commerce britannique, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement bilingue. Après, elle sera employée à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Paris jusqu'en 1940, ça veut dire jusqu'à l'arrivée des Allemands à Paris.
Fin 1940, elle s'enfuit en Angleterre avec sa mère et ses trois sœurs cadettes, parce que là, toute la famille est menacée d'un internement administratif. À partir de juin 1940, elle sera agente du SOE, et pour cela, elle recevait une formation soi-disant classique que passent toutes les agents et les agentes des services secrets britanniques, et elle reçoit des résultats particulièrement positifs. Donc, ça se résume ainsi: personne particulièrement apte à effectuer cette mission, très soucieuse de la sécurité, elle possède des qualités de leader. Pour effectuer ces missions sur le terrain, elle reçoit une fausse identité au nom de Geneviève Touzalin. Et j'ai trouvé dans son dossier personnel d'agente du SOE ce petit document qui prouve qu'elle a bien été aussi entraînée à faire sa signature de sa fausse identité, pour que ça marche très très bien au cas où on en avait besoin en France. Donc, sa première mission sera celle d'agent de liaison et chef adjoint du réseau stationnaire SOE. Stationnaire, ça veut dire papier en français. Elle est parachutée le 22 septembre 1943 en France, dans la région de Châteauroux. Vous voyez là sur la carte que le réseau stationnaire couvre un terrain relativement vaste, avec 3 zones d'activité principales qui se trouvent autour de Châteauroux, de Clermont-Ferrand et de Tarbes. Déjà à la mi-octobre 1943, elle remplace temporairement le chef du réseau stationnaire, qui est rappelé à Londres afin de réorganiser le réseau, parce que c'est un réseau qui est vraiment très très grand. Il y a aussi un détail intéressant, comme je trouve, que j'ai trouvé dans son dossier personnel. Elle avait son domicile officiel, clandestin, à Limoges, ça veut dire en dehors des zones d'activité principales du réseau. Suite à l'arrestation du chef du réseau stationnaire le 1er mai 1944, elle prend l'initiative de subdiviser le réseau stationnaire et elle sera après chef du réseau Bresler, également un réseau SOE, de mai à septembre 1944. En fonction du chef de réseau, elle réorganise et commande le maquis dans le département de l'Indre. Elle organise également un nombre important de parachutages fournissant les armes et munitions nécessaires au maquis au moment du débarquement. Son maquis réussit ainsi à repousser une violente attaque allemande effectuée par le 17 régiment SS Panzergrenadier. Et finalement, elle est l'une des rares femmes, agentes du SOS comprises, qui a participé à des combats à un poste de commandement. Ça veut dire qu'elle était vraiment un vrai leader. Merci. Merci Corinna von Lys de cette évocation très belle de ce Marie-Jo Chombard-Delot. Cette évocation faite de femmes leaders et parachutées, ne vous évoque-t-elle pas d'autres jeunes femmes parachutistes dont vous avez fait la connaissance au camp de Ravensbrück? Je voulais évoquer 4 jeunes parachutistes que nous avons connus à Ravensbrück et leur histoire rapide, puisque j'ai très peu de temps. En Afrique du Nord, un général Merlin a créé un corps de transmission de femmes. Et parmi ce corps de transmission femmes, un groupe a accepté et voulu avoir une formation complémentaire en Angleterre pour être parachuté en France. Ça rappelle cette histoire. Il y en a eu d'exécutés et je rappelle les 4 qui ont été arrivés à Ravensbrück. Elles espéraient être transmises dans un camp de prisonniers de guerre, mais elles ont été convoquées en janvier 1945 chez le commandant, et elles ont été exécutées. Marie-Jo, je crois que vous souhaitiez aussi évoquer une autre oubliée, avant que l'on parle que vous témoigniez, vous, de votre histoire de résistance.
Là, je suis porteuse de femmes que j'ai connues particulièrement. Nous avons connu, non pas parachutistes, qu'on appelait les merlinettes, mais un autre cas qui est typique de situation de femme, c'est à la prison de la Santé. Nous sommes au secret. Ma voisine de cellule, c'est France Bloch-Serrazin. Elle fabrique des produits chimiques pour faire sauter les trains de munitions. Elle a monté un petit laboratoire, vous voyez, et elle a été arrêtée avec tout le groupe de Raymond Lechon. Je suis restée voisine de cellule en communiquant par les lieux secrets, puisque nous étions isolés. Donc elle m'a beaucoup raconté son histoire. C'est je dirais, elle a participé donc au groupe armé. Et ce qui est spécifique, j'ai vu ce procès. Elle était la seule femme. Et le matin, par mon œilleton, je les ai vus passer quand ils allaient à la maison de la chimie. Il y a eu de nombreuses condamnations à mort. Et ils avaient dit à la femme, nous, on est généreux, on n'exécute pas les femmes. Et France me disait, avec la charge qu'il y a contre moi, car elle était classée terroriste, elle était juive, elle était communiste. Le pire. J'aurais préféré, je crois, être exécutée avec mes camarades hommes, qui figurent dans cette cloche au Mont Valérien, qui porte des noms de fusillés, et sur lequel il n'y a que des hommes. Et le sort, cette générosité, s'est terminé à Hambourg, où elle a été guillotinée. Voilà le seul sort spécifique réservé aux femmes. Merci Marie-Jo. Alors avant que l'on entende ce témoignage de Marie-Jo Chombardelot et de Jacqueline Fleury sur leur résistance continuée au camp de Ravensbrück, je crois qu'il y a une petite vidéo de présentation. Peut-on lancer cette vidéo ? Le 22 mai 42, on sonne à ma porte, je regarde par la fenêtre, police allemande, mademoiselle, vous êtes arrêtée. À la fin, on nous a dit, voilà, vous êtes condamnée à mort, vous allez être déportés, et nous avons été classés NN. Nacht und Nebel, nuit et brouillard. C'est une catégorie de femmes, et d'hommes d'ailleurs, qui devaient disparaître sans laisser de traces. Et c'est après le départ pour Ravensbrück. Le transfert n'a pas été terrible parce que nous avons eu un train spécial 58 femmes NN. Dans notre convoi, nous étions à peu près 600 femmes. Je ne sais pas si on peut imaginer, quand on n'a pas vécu, ce qu'étaient ces parcours dans ces wagons bestiaux. Nous étions pour la plupart passés par les mains de la Gestapo. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes très marquées parce qu'elles avaient subi. Nous avions avec nous une de nos camarades qui avait été écartelée. D'autres avaient eu les ongles arrachés. D'autres, toutes, je crois que toutes, nous avions encore ces souffrances de ce que nous avions subi. On arrive dans quelque chose, d'accord. Nous saurons après que nous sommes à Ravensbrück, camp de femmes, qui se trouve à peu près à 100 km au nord de Berlin. Et on attend devant la douche. Et là, le choc. Le choc parce qu'on voyait, c'était le soir, on voyait les femmes qui rentraient du travail. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que... Où sommes-nous? Qui sont ces femmes? Des femmes, souvent les cheveux rasés, le visage creusé, un aspect lamentable, les robes déchirées. Entre nous, on disait, il doit y avoir un bagne à côté. On ne pouvait pas imaginer que nous allions très vite devenir dans le même état. Nous les regardions complètement horrifiés et pensant qu'elles étaient punies parce qu'elles avaient fait des choses horribles. Et parmi elles étaient des Françaises qui nous ont crié, si vous avez un peu de nourriture, jetez-nous ce que vous possédez, car bien, tout à l'heure vous allez nous ressembler. Ça ne nous paraissait pas possible. C'est la première étape que j'ai appelée le premier stade de la déshumanisation. On rentre de la douche, ils nous prennent tout, ils arrachent les alliances des femmes mariées, etc. Ils nous humilient, on est fouillé même dans les parties intimes. Et on sort de là
avec l'uniforme, on n'a plus aucun papier, rien, on n'est plus qu'un numéro. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus des êtres humains, nous n'avions plus d'identité, nous étions des Stücke, des morceaux. Je suis le 21 706, je n'ai plus de nom, je ne suis plus que pour les nazis, une chose, un objet. Avec notre numéro, nous recevions, nous, puisque nous étions françaises, un triangle avec le F. On va faire l'appel dehors pendant 2 heures, ça a été une des épreuves. L'été, ça va encore, et puis on a eu la pluie de l'automne, puis le grand froid, jusqu'à moins 30 de froid. Jamais un change possible. Par exemple, laver la culotte, il faut la mettre mouillée. La faim, le travail, 12 heures par jour. Le cauchemar, un cauchemar que je fais encore souvent, décharger des wagons de chambre. Quand on rentrait, on n'avait pas de savon, rien pour se laver, rien pour se changer. Complètement épuisés, et on tombait sur nos chalets et tout recommençait le lendemain. Et aussi, il y a parmi nous des voleuses, des criminels, donc toujours promiscuité angoissante. Pour peut-être survivre, il y a une chose qui a été très très importante, en tout cas pour moi, l'amitié a été une force tout à fait extraordinaire. On vous dira sœurs de résistance. On vous dira que nous étions, nous étions plus que des sœurs. Ce qui est vraiment alors spécifique aux femmes, c'est le cas de la maternité et des bébés. Jusqu'en 1944, il n'y avait pas droit de bébé dans le camp. Si malgré tout des femmes arrivaient enceintes parce qu'elles ne s'étaient pas contrôlées, si la grossesse n'était pas avancée, elle était avortée de force. Si la grossesse était avancée, la femme a été accouchée et le bébé était tué à la naissance. À partir de septembre 1944, j'ai été engagée pour m'occuper des bébés qui n'étaient plus tués, qui étaient installés dans une petite pièce appelée la Kinderzimmer, la chambre des enfants. Je suis restée près de 6 mois dans cette pièce. C'est ce que j'ai connu le pire des camps. Parce qu'ils étaient destinés tous à mourir, de faim, de froid, de ça. Le chagrin des mères, la douleur, parce que tous les jours, il en mourait. Il y a plus de 500 naissances dans ces mois-là, vous voyez. Et presque tous morts. Alors je recevais les mères, etc. Et parmi les 21 bébés français, il y a 3 bébés qui ont survécu. On est rentré pour dire ce qui s'est passé. On porte en nous quelque chose qui est essentiel, la vérité. Marie-Jo, avant de vous poser la première question, et la seule d'ailleurs, très rapidement, vous avez 17 ans en 1940, vous demeurez dans les Côtes-d'Armor où votre père est médecin, et vous souhaitez embrasser d'ailleurs cette profession puisque vous engagez en 1941 des études de médecine à Rennes. La résistance, c'est toute votre famille, c'est immédiat, et vous participez tous aux activités du réseau de renseignement 31 Georges France. Vous êtes arrêté le 27 mai 1942, condamné à mort, peine commuée en déportation Nacht und Nebel et déporté le 26 juillet 1943. Votre papa à Buchenwald et votre maman et vous à Ravensbrück. Marie-Jo Chombard-Delot, qu'est-ce que rester résistante en camp de concentration nazi? Résister en camp de concentration, c'est 2 aspects. D'abord, tenter de sauver des vies, et d'autre part, tenter de rester des êtres humains dignes face à la volonté de déshumanisation que nous impose. C'est les 2 aspects essentiels pour moi. Voilà pour ce colloque consacré à l'engagement des femmes dans la résistance. Nous y reviendrons plus largement dans notre édition à 19h. Mais tout de suite, c'est Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, qui reçoit ce soir l'ancien Premier ministre et sénateur UMP de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin. À tout à l'heure, 19h.